Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, de quoi le mariage technologie et santé a-t-il enfanté? Les promesses et les dangers du big data en matière de santé. Donc au menu de cette grande table des idées, des données sensibles, comment sont-elles stockées, comment sont-elles utilisées, parfois volées? On en parle avec notre invitée Coralie Lemke, journaliste pour Science et Avenir et auteure en cette rentrée de Ma santé, mes données aux éditions Premier Parallèle. Dans ce livre, elle dresse un inventaire des informations que nous semons de manière souvent involontaire, des traces, des données qui sont collectées ou récupérées et aujourd'hui très convoitées. Alors, quelle faute avons-nous commise? On écoute Guillaume Poupard, directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information au sujet des hôpitaux. Les faits nous donnent tort sur l'efficacité de cette protection, puisqu'on a régulièrement des vols de données de santé. Ce sont des données qui sont convoitées par les attaquants. On a vu les hôpitaux se faire attaquer depuis maintenant 2 ans. C'est fou d'attaquer les hôpitaux, mais c'est la réalité avec laquelle il faut qu'on vive. C'est très compliqué. La réparation face à une attaque cybercriminelle dans un hôpital, ça prend des semaines, voire des mois. C'est un travail colossal à mener. C'est de la reconstruction complète de systèmes informatiques. Et surtout dans la période que l'on vient de vivre, ils n'avaient pas besoin de ça. Oui, ils n'avaient pas besoin de ça. Et c'est effectivement le constat qui court tout au long de ce livre Enquête, ma santé, mes données. Cybercriminels, laboratoires, géants du numérique et simples acteurs de la tech ont réussi à mettre le nez dans nos carnets de santé avec pour dommage immédiat la mise à mal de notre vie privée. Face à la menace, écrit notre invité, les gouvernements semblent pris de court quand ils ne sont pas tout simplement aveugles. Bonjour Coralie Lemke. Bonjour. Merci à vous d'être avec nous. De quelles données parle-t-on? Qu'est-ce que c'est ces données de santé? C'est tout ce qui touche à notre personne, toutes ces informations privées qui touchent à notre santé et à notre personne physique? Oui, en fait, les données de santé en France sont définies par la CNIL. C'est très large, mais pour résumer, on peut dire que ce sont des informations qui renseignent sur notre état de santé passé, présent ou futur. Donc ça peut être des résultats de laboratoire d'analyse médicale, ça peut être une date d'entrée ou de sortie dans un hôpital, ça peut être une prescription d'un médecin. C'est extrêmement large. C'est tout ce qui renseigne en fait sur notre santé. Après, il y a un type de données qui reste un petit peu dans le flou. C'est toutes ces données qui sont en fait générées par les objets connectés. Les montres, les podomètres qu'on a à notre poignet, les podomètres connectés, par exemple, qui, elles, ne sont pas considérées comme des données de santé, sauf si elles sont croisées. Je vais vous donner un exemple. Imaginons que ma montre, mon podomètre, nous dise que je fais 2000 pas chaque jour. Ça ne me dit pas grand-chose, à part que c'est pas grand-chose, mais voilà, c'est pas beaucoup. Si, en revanche, on croise ces données avec le fait que j'ai un taux de glycémie assez élevé dans le sang, et bien là, on peut se dire peut-être qu'elle fait un diabète, peut-être qu'elle est en surpoids. En tout cas, ça indique que j'ai peut-être un problème de santé. Et en ça, elles sont considérées comme des données de santé également. Voilà, pour des exemples de ce que sont ces données de santé dont nous allons vous parler jusqu'à 13h30. Vous l'évoquiez, toutes ces informations qui concernent une maladie, un handicap, un traitement en cours, un état physiologique ou psychologique selon la définition de la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Et vous racontez en effet en préambule de ce livre enquête l'histoire, je devrais dire les déboires d'un étudiant finnois qui durant sa jeunesse avait raconté toute sa vie à un psy, vie pas très heureuse s'il en est, et qui s'est vu menacé des années après de voir ces informations publiées. Qui aurait imaginé qu'une telle parole soit numérisée, simplement qu'elle puisse avoir été répertoriée et se retrouver entre des mains pas très bien intentionnées? Oui, bien sûr, c'est très paradoxal parce que dans le cabinet du médecin, on compte sur le secret médical, on se livre complètement, d'autant plus quand il s'agit de santé mentale dans ce cas-là. On pense toujours à ce triangle du secret entre nous, le médecin et peut-être l'assurance maladie. Et en fait, en réalité, ce triangle de secret médical n'existe plus vraiment aujourd'hui. Et on peut se retrouver, comme cet étudiant qui a, des années après, reçu un mail avec des pressions, des menaces et une demande de rançon. Il n'était pas seul, ils étaient 2000 au départ, 30 000 à la fin. Donc c'est colossal, c'est colossal. Qu'est-ce que cette affaire dit de nous, justement, dit de l'état de nos systèmes de santé, de ces partages de données? Parce que votre livre insiste
sur deux choses, hein. Il y a quand même un partage de données qui se joue entre institutions, entre acteurs du secteur, qui peut être bénéfique. Et vous le racontez bien, ces données, rappelons-le, elles peuvent être aussi très importantes, hein, pour la recherche et l'innovation. Et vous donnez beaucoup d'exemples, on va y venir. Mais elles peuvent être aussi détournées, manipulées et instrumentalisées, hein. C'est ça tout le paradoxe. La donnée de santé, elle est éminemment privée, elle fait partie de notre sphère de l'intime. Mais aujourd'hui, on sait que amasser toutes ces données de santé, les mettre ensemble, les vôtres, les miennes, celles des auditeurs peut-être, fait avancer la recherche, fait avancer la santé et construit la santé de demain. Mais elles sont aussi menacées par tout un tas d'acteurs qui sont très éloignés du secteur de la santé. On peut penser aux cybercriminels, on peut penser aux GAFAM qui sont vraiment éloignés du monde de la recherche pour le coup. Alors pour aller vers des exemples positifs, vous rappelez ce qui a été un des projets fondateurs, le Framingham Heart Study, qui a été lancé aux États-Unis et qui a permis notamment d'étudier sur une population donnée, les habitants d'une ville, toutes les personnes qui avaient été victimes ou touchées par des maladies cardiovasculaires. Ça a permis de mettre en place des modèles d'études épidémiologiques qui apportent énormément à la recherche, hein, qui permettent énormément de progrès dans le secteur médical. Oui, tout à fait. C'est une étude qui remonte à 1948, donc c'est très ancien. Au départ, ce sont 5000 personnes qui sont enrôlées dans l'étude, dans cette ville de Framingham, des personnes de 30 à 62 ans, toutes horizons confondus. Et donc, on les suit d'année en année en regardant qui fume, comment les gens s'alimentent, quelle est, je sais pas, leur pratique sportive. Et c'est comme ça, en fait, qu'on a réussi à faire des liens avec les maladies cardiovasculaires et à établir ce qu'on appelle aujourd'hui un facteur de risque. Donc, de savoir que, bah oui, mal manger, c'est pas bon pour le cœur. Fumer, également, c'est pas bon pour le cœur. Et cet exemple, il est fondateur parce que on voit en fait à quel point faire avancer la science, quand ce n'est pas numérisé, ça prend du temps, ça prend de l'argent. Et cette étude, elle continue encore aujourd'hui. On est à la 3e génération de patients enrôlés. Donc c'est un très bon exemple pour voir à quel point c'est faire avancer la médecine. Ça prend du temps. Voilà. Et dans cette affaire de données en matière de santé, de big data, on va pointer du doigt assez rapidement les GAFAM qui, là encore, ont un rôle ambigu, ambivalent aussi dans cette matière-là. Mais il faut quand même, puisqu'on en est sur les points positifs, montrer aussi que de ce côté-là, des avancées se font avec parfois ces acteurs de la Silicon Valley, américains, ces grandes entreprises. Ça a été le cas avec Google en matière de médecine prédictive et vous donnez l'exemple de partenariats entre des laboratoires et Google sur la mise au point d'algorithmes d'analyse d'imagerie pour détecter certains types de cancers. Ces acteurs-là peuvent être aussi dans une démarche positive, hein. Oui, bien sûr, c'est là que les GAFAM ont un rôle à jouer. Parce qu'en réalité, ils n'ont aucune expertise dans le monde de la santé, dans le monde de la médecine. Eux, leur cœur de métier, c'est les algorithmes, c'est l'intelligence artificielle. Donc dans ces partenariats, je pense par exemple à Google qui s'est associé à Stanford en 2020, il y a des choses éminemment positives qui peuvent en ressortir. Ils ont réussi à mettre au point un algorithme qui arrive mieux que les médecins à identifier des cancers du sein sur les mammographies. Donc le principe, c'était de fournir à Google tout un tas d'images, 29 000 mammographies, sur lesquelles entraîner son algorithme. Et aujourd'hui, on se rend compte que cette IA est plus performante que les médecins. Donc elle n'a pas vocation à les remplacer, bien sûr, mais c'est un formidable outil pour eux. Il y a moins de faux positifs, donc moins de personnes diagnostiquées à tort avec un cancer du sein. Et il y a également moins de faux négatifs, donc des cancers du sein à côté desquels on serait passé parce que l'imagerie n'était pas optimale. Donc, et en plus, c'était pas le premier coup que Google a réussi dans ce domaine. Je parle de coup parce que c'est une très bonne presse pour eux. Il y a souvent un article qui sort dans des journaux très reconnus comme Nature. Ça, c'était 2020. 2019, Google avait réussi à faire la même chose dans le cancer du poumon. Donc on voit qu'ils ont un rôle à jouer quand ils sont associés dans la recherche.
Voilà, et c'est aussi pour ça que la manière dont ces données peuvent être récupérées et traitées, il ne faut pas imaginer que tout se joue sur le dark web, dans des zones mal éclairées. Il y a aussi une part de ces traitements, de ces récupérations, de cette collecte de données qui se fait au grand jour. On va écouter une publicité, celle d'un grand du secteur pharmaceutique, secteur diagnostic. C'est l'entreprise suisse Roche, une des principales du secteur au niveau mondial, qui fait des vidéos promo pour draguer nos données. Générer des données a toujours fait partie des activités de Roche. Grâce à ces données, nous pouvons proposer des médicaments et des tests de diagnostic innovants aux patients du monde entier. Comme bien d'autres secteurs, nous assistons à une explosion du volume de données. Utilisées intelligemment, elles peuvent être à l'origine de nouvelles solutions pour les patients, les médecins et les organismes financeurs. Voilà, ces nouvelles solutions qui sont évoquées là par cette entreprise suisse, Roche, entreprise pharmaceutique. Ces grands industriels, qu'est-ce qu'ils essaient de faire aussi avec ces données? En fait, comme on le montrait avec l'étude de Framingham, mettre au point des nouvelles molécules ou des nouvelles stratégies de traitement, c'est coûteux, ça prend du temps et ça, les laboratoires le savent très bien. Eux, pour mettre au point des médicaments, pour les faire accepter aussi par les autorités sanitaires, il leur faut des études cliniques très carrées, des essais cliniques randomisés, contrôlés en double aveugle. Et alors, pour essayer de gagner du temps, d'aller plus vite, d'être plus rapide peut-être que le concurrent, ils essayent aussi de mettre la main sur ces données. Pour ça, il y a plusieurs stratégies. La principale aujourd'hui, c'est quand même de se tourner vers les data brokers. Donc ça, c'est un métier pas très connu, mais ce sont des courtiers en données. Donc le principe, c'est de s'adresser à ces spécialistes, leur dire écoute, moi, je cherche à trouver une nouvelle molécule dans la maladie de Parkinson. Il me faudrait des profils de patients, des hommes, de 50 à 65 ans, traités avec tel type de médicaments. Et ces data brokers sont chargés d'aller les trouver, de trouver les partenariats avec les hôpitaux, de trouver des données qui existent déjà pour aller plus rapidement. Voilà. Oui, dans cette quête, vous parlez vraiment d'une ruée vers l'or au sujet de ces données. On comprend bien qu'elles constituent et qu'elles représentent pour ces industries de santé et de recherche une véritable manne, ces données. Vous avez évoqué les data brokers. Je vous propose d'aller dans un autre secteur qui est celui des pharmacies. Alors, on le voit bien quand on se rend dans une pharmacie en donnant notamment notre carte vitale, qu'une partie de nos données sont collectées. Comment ça se passe? On va écouter un extrait d'un reportage de Cache Investigation diffusé en mai dernier sur France 2 qui nous explique aussi que la CNIL a autorisé les pharmaciens à collecter ces données. Elle autorise les pharmaciens à collecter les données suivantes: le numéro de sécurité sociale, l'année de naissance, le prénom, le sexe, ainsi que les données dites de délivrance, c'est-à-dire tous les médicaments achetés, pour les transmettre à une société américaine, IQVIA, un nom inconnu en France. Et pourtant, c'est le plus gros data broker de données médicales au monde. Les Français devraient être très en colère. Personne ne veut que les informations sensibles sur son état de santé ou sur son état psychologique puissent être achetées par n'importe qui. Voilà, heureusement, vous nous avez défini, Coralie Lemke, ce qu'étaient les data brokers, ces courtiers qui vont tenter donc de récupérer ces données. Là, on entend quand même une Américaine, Deborah Peel, qui s'occupe d'une association de défense des patients, défense des droits des patients, nous alerter, nous Français, c'est quand même le comble, sur ce qui est fait de nos données, et en plus avec l'aval de la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, censée protéger ces données. Alors, il faut savoir que la CNIL avait donné son accord pour la collecte de données pour mettre au point des études sur le parcours de soins, mais pas pour la revente. Donc, c'est ça aussi le détail important. C'est ce qu'en fait ensuite IQVIA. La CNIL avait autorisé ça, oui, pour améliorer le parcours de soins, faire des études. Alors, c'est quoi exactement IQVIA? IQVIA, Sur cette affaire des pharmacies.
IQVIA, du coup, apparemment, revendrait les données collectées dans les pharmacies à des laboratoires. Ça, après, il faut faire toute la lumière sur ce sujet. Mais les contraintes du contrat ne seraient pas respectées a priori. En plus, c'est très concernant, puisque en réalité, ça concerne 40% des pharmacies de France, donc quasiment 1 sur 2, et 40 millions de Français, donc presque 2 Français sur 3, qui auraient dû être au courant de cette collecte. C'est ça aussi ce qui rentre dans le cadre de l'accord de la CNIL. Normalement, dans la pharmacie, à chaque passage de client, le pharmacien devrait informer le client, lui dire « écoutez, ces données pourraient être transmises ». Est-ce que j'ai votre accord ou non ? Ça, le pharmacien n'a pas le temps de faire ça à chaque client qui passe, de s'assurer que l'affichage au mur respecte ce que demande la CNIL. Donc voilà, c'est aussi faire peser une responsabilité sur le professionnel de santé. En gros, ce que vous dites, c'est que dans l'autorisation aussi qui a été donnée par la CNIL en 2018, il y a des failles sur des zones d'ombre dans lesquelles des entreprises vont ensuite s'engouffrer. Est-ce qu'on sait du coup ce qui est fait de ces données potentiellement après ? Vous le dites, ce dossier est en cours. Est-ce qu'il y a aussi des actions en justice concernant cette affaire-là ? Non, alors pour l'instant, on ne sait pas ce qui est fait de ces données. IQVIA assure que le contrat est respecté et la CNIL a affirmé maintenant réaliser ponctuellement des contrôles dans les pharmacies pour voir si les clients étaient effectivement informés et si cette politique d'affichage qui normalement est obligatoire était également respectée. C'est ce qu'a dit la CNIL. Alors tout ça est compliqué parce que vous l'écrivez, force est de constater que non seulement ces informations sont très prisées, mais qu'elles sont bien mal protégées. Elles intéressent en vérité plusieurs acteurs qui interagissent de manière complexe. Et c'est dans ces interactions qu'on tente de comprendre où sont les dérives possibles. Il y a notamment des partenariats publics, privés, et vous en faites état dans ce livre, Coralie Lemke, entre hôpitaux et laboratoires qui là devraient être privilégiés, qui peuvent très bien fonctionner. Oui. Ou tout ce qui touche au mélange des genres entre le public et le privé déjà devrait quand même foncièrement nous interroger. Non, la recherche en fait en France se fait aussi bien dans le public que dans le privé. Ces partenariats entre les hôpitaux et les laboratoires sont établis quand même. Ça ne fait pas légion, c'est au goutte à goutte, sur des projets très très particuliers. Et puis non, il faut pas ignorer que les laboratoires ont un immense rôle à jouer aussi dans l'avancée de la médecine aujourd'hui. C'est d'ailleurs pour ça que dans le Health Data Hub, cette super structure, cet entrepôt de données dans lequel toutes nos données de nous, Français, sont stockées, il y a aussi bien des projets publics que des projets privés qui sont autorisés. Voilà. Oui, cette Health Data Hub que vous venez d'évoquer, cette plateforme de données de santé qui a été créée par une loi de 2019 de mémoire, qu'est-ce qu'elle implique ? Parce qu'elle fait déjà aussi discussion, voire polémique, dans la nature de cette plateforme qui s'est implantée, qui a été créée en France, qui stocke nos données. Déjà, on peut rappeler ce que c'est. Le Health Data Hub, c'est une sorte de superstructure, un énorme entrepôt qui rassemble toutes les bases de données qui existent en France sur nous et qui étaient auparavant éclatées. Donc il y a aussi bien les données de l'assurance maladie, toutes nos prescriptions, les remboursements, etc. Les données des hôpitaux, tous nos séjours dans les structures de santé. Il y a la base de données de tous les décès qui surviennent en France, les bases de données des maisons départementales des personnes handicapées. Donc c'est immense. Et alors à qui a-t-on confié le soin d'héberger toutes ces données ? Je vous donne dans le mille, à Microsoft. Une décision qui a fait beaucoup parler. D'ailleurs, la France est en train de rétropédaler. Microsoft, qui est donc une entreprise américaine, qui répond aux lois américaines, et notamment au Cloud Act. C'est une loi de 2018 qui stipule que les entreprises américaines peuvent en gros rapatrier les données d'autres États dans les pays où elles sont implantées. Donc, théoriquement, à la demande de n'importe quel magistrat américain, on pourrait rapatrier mon dossier de moi, Coralie Lemke, aux États-Unis. Ça rentre évidemment en conflit avec le RGPD, le Règlement général sur la protection des données, qui est très protecteur en France,
qui interdit le transfert de ces données, qui interdit le traitement de ces données, qui implique que pour récupérer ces données, il faudrait mon accord à moi. Donc c'est un espèce de no man's land juridique, et c'est pour ça que Microsoft a été éminemment critiqué. Et maintenant, les politiques français font marche arrière. Oui, vous dites qu'il y a un rétropédalage, Ouais. mais en fait, est-ce que si on a accordé ça à un moment, les responsables politiques français, est-ce que c'est aussi parce qu'on ne sait pas faire autrement ou qu'on ne peut pas faire autrement? Est-ce qu'il y a un savoir-faire qui manque et qui devrait développer, peut-être pas simplement à l'échelle de l'Hexagone pour le coup, mais de l'Europe? En fait, pour pouvoir héberger ces données, il faut être agréé hébergeur de données. Ça veut dire qu'on a tous les prérequis et technologiques et de sécurité pour pouvoir le faire. Donc évidemment, les gens de la tech, Amazon, Microsoft sont spécialisés là-dedans, mais il existe aussi des acteurs français. Il y a OVH, par exemple, ou d'autres acteurs européens qui sont sur le marché. Seulement, ce que les dirigeants du US Data Hub expliquent, c'est qu'on a préféré Microsoft parce que c'était une solution plus rapide à être mise en place, une solution également très robuste, et c'est comme ça qu'ils justifient ce choix de Microsoft. Même si, en effet, choisir un acteur français, choisir un acteur européen, ça aurait au moins garanti qu'on soit tous sous la coupe des mêmes lois, des mêmes législations, et notamment de ce RGPD très protecteur. Un cas quand même à préciser, c'est celui peut-être de Doctolib. C'est un peu un nouvel acteur du secteur qui n'existait quasiment pas, en tout cas dans nos vies, il y a un an, et qui est aujourd'hui totalement incontournable sur la prise de rendez-vous. On l'a vu aussi avec la question des informations vaccinales qui passaient par Doctolib. Qu'est-ce qu'il en est de ces infos-là? Est-ce qu'il y a des obligations très strictes qui sont imposées à cette application, à ce site? Doctolib, c'est exactement la même problématique que le Health Data Hub. Sauf que Doctolib s'est tourné, lui, vers Amazon, vers AWS, c'est Amazon Web Services. C'est les services d'Amazon pour le stockage de données. Et en fait, la problématique est exactement la même, puisque en réalité, les données stockées sur Doctolib pourraient être transférées aux États-Unis de par la même loi, ce même Cloud Act de 2018. Donc, après, Doctolib a beaucoup changé sa politique. Aujourd'hui, les données sont chiffrées, les échanges sont mieux protégés. Là aussi, il y a eu un gros ménage qui a été fait parce que l'entreprise a été beaucoup critiquée. Ma santé, mes données, votre premier livre enquête paraît aux éditions Premier Parallèle. Coralie Lemke, vous êtes notre invitée jusqu'à 13h30. France Culture, La Grande Table, Olivia Gesbert. Voilà, on a parlé des liaisons parfois dangereuses entre les GAFAM et la santé. On n'a pas parlé de nos propres comportements. Or, nous laissons aussi derrière nous une mine d'informations, de traces, de données personnelles. C'est le cas aussi sur les forums de discussion dans lesquels certains peuvent venir piocher. On n'a pas parlé de cette cybercriminalité qui s'est aussi mise en place et développée à vitesse grand V ces dernières années. Et pour cause, puisque le terrain de jeu de ces cybercriminels est de plus en plus large et important. À commencer peut-être par celui des hôpitaux qui sont des cibles très prisées, et vous le rappelez dans cet ouvrage. Les cyberattaques d'hôpitaux, elles font régulièrement aussi la une de l'actualité. On l'entendait en ouverture d'émission avec un témoignage. Elles ont été démultipliées pendant et par la crise du Covid. Qu'est-ce qui font des hôpitaux des proies si faciles ? En réalité, les hôpitaux sont très très en retard dans la protection informatique. Il y a une estimation qui dit que dans le budget d'un hôpital, il y a à peu près 1 à 2% des finances qui est dédié à l'informatique, donc même pas à la sécurité informatique, juste à s'équiper en ordinateur, etc. Alors qu'en réalité, il faudrait environ 10% de chaque budget informatique alloué à la sécurité. Donc là, vous l'écrivez, quand l'accès aux soins est déjà en tension, la protection informatique semble bien loin dans l'ordre des priorités. Tout à fait, et c'est ce qui fait que en fait, ces systèmes sont si vulnérables. Les ransomware, donc les logiciels malveillants, avant étaient automatisés. Il y en a encore aujourd'hui, mais donc ils s'adressaient un petit peu à tout le monde. On visait aussi bien des entreprises que des universités, des hôpitaux, et la personne qui avait le malheur de cliquer sur un mail frauduleux, dans un hôpital par exemple, déployait le virus dans tout l'hôpital. Aujourd'hui, ces ransomware sont de moins en moins automatisés. On cible
plus volontairement les hôpitaux en particulier, parce qu'on sait que ces données de santé se revendent très très bien sur le dark web. Et ça a changé aussi avec la crise du Covid. On est passé il y a eu plus 475% d'attaques entre février et mars 2020. Donc c'est un chiffre qui parle pour lui tout seul. Alors face à ça, l'État a décidé de réagir. On écoute la déclaration ou un extrait de la déclaration d'Emmanuel Macron de février dernier, suite justement à une de ces cyberattaques passées par l'hôpital. Il a choisi de renforcer la stratégie nationale en matière de cybersécurité. On a décidé d'accélérer la stratégie nationale pour la cybersécurité. On va se doter donc d'1 milliard d'euros pour investir sur plusieurs axes. D'abord, apporter un soutien à la recherche et au développement de nouvelles technologies souveraines et créer, ce faisant, un écosystème beaucoup plus soudé, plus performant, qui sera réuni dans le campus cyber qui vient de nous être présenté et qui donc ouvrira ses portes à l'automne. Ensuite, soutenir l'adoption de solutions cyber par les petites et moyennes organisations, publiques et privées, avec tout ce programme de soutien à l'égard des hôpitaux, des collectivités territoriales, et donc avoir, si je puis dire, une infrastructure et une organisation qui permettent d'adopter des solutions cyber. Et puis, l'objectif de ce plan, ça va être aussi de renforcer les formations dans ce domaine, et à horizon 2025, de doubler le nombre d'emplois dans ce secteur stratégique, parce qu'on a besoin d'avoir des emplois qualifiés dans le domaine cyber qui ont justement ces compétences. Voilà, comment stopper l'hémorragie de nos données. Il existe en Europe tout un arsenal législatif pour protéger ces données sensibles. On entend là le président de la République donner quelques pistes pour tenter de renforcer à l'échelle nationale cette stratégie en matière de cybersécurité. Est-ce qu'elle vous semble intéressante ou très très loin encore du compte de ce qu'il faudrait faire et mettre en place? C'est sûr que c'est toujours bon à prendre. Après, ce chiffre, il est un petit peu trompeur. 1 milliard, ça concerne la cybersécurité de manière générale en France. Ce serait plutôt 350 000 euros alloués aux hôpitaux, ce qui est déjà évidemment bon à prendre. Après, ce que craignent les observateurs que j'ai pu contacter, c'est que ce soit, comme souvent, un effet d'annonce, où on remet à flot les hôpitaux, les ordinateurs dans les hôpitaux, leur système de sécurité. Donc là, pour un moment, ça va bien, sauf que, comme toujours, en matière de cybersécurité, ça va très vite, c'est très vite obsolète, il y a des virus qui sont mis au point chaque jour, et qu'en fait, on revienne à la case départ très très rapidement, et qu'on soit à nouveau dans l'état dans lequel on est aujourd'hui, c'est-à-dire complètement dépassé par ce qui se passe dans le monde de la cybersécurité. Et nous-mêmes, nous le sommes aussi dépassés. On sent que ce livre a été écrit pendant la crise sanitaire, avec beaucoup de références dans vos titres ou sous-titres, clin d'œil à tout ce qui s'est passé. Et vous dites notamment, un des problèmes, c'est qu'il n'y a pas de gestes barrières informatiques qui ont été mis en place nous concernant, nous aussi, les patients, les internautes. On sème, vous le dites, des données à longueur de journée. En même temps, on ne peut pas s'empêcher de donner sa carte vitale à un professionnel de santé, à un pharmacien. On ne peut pas s'arrêter d'aller confier sa parole à un psychanalyste, si c'est le cas. Alors, je ne sais pas comment faire pour essayer de se préserver un peu. Quels sont les gestes de vigilance de base à adopter ? Alors moi, malheureusement, j'ai pas vraiment de gestes barrières à proposer pour ça. En fait, ça relève de la même problématique des données personnelles qu'on sème toute la journée sur Facebook, sur WhatsApp. On ne peut pas s'arrêter de vivre, comme vous dites. On ne peut pas arrêter d'utiliser sa carte vitale, on ne peut pas arrêter d'aller se faire soigner, etc. Je pense qu'une des pistes serait peut-être déjà de remettre le citoyen au centre du débat. Ça, c'est la mission de l'État. Je ne sais pas quelle est la proportion de nos auditeurs qui savent aujourd'hui ce que c'est que le Health Data Hub, que tout est stocké là-dedans, à quoi ça sert. Déjà, informer le citoyen, lui dire à quoi ça sert, le remettre au centre du débat, ce serait un premier pas, je trouve, qui serait intéressant. Du débat et de l'information. Ma santé, mes données. Voici donc pour le titre de ce livre de vous, Coralie Lemke, qui paraît aux éditions Premier Parallèle. Merci beaucoup. Merci à vous d'être venue nous en parler. Un grand merci à toute l'équipe de la Grande Table qui a préparé et programmé cette émission concernant cette Grande Table des idées. Lucas Bretonnier, avec aujourd'hui Marie Fraboulet, à la réalisation Thomas Beau, avec Jean-Guilain Meige. Très bel après-midi à tous sur France Culture.